Bonjour à tous. Merci d'être présents à cette conférence sur les subventions pour les projets d'innovation dans les transports et la mobilité. Notre objectif aujourd'hui dans ces quelques instants, c'est de vous partager quelques bonnes pratiques et retours d'expérience. Donc avant de démarrer, peut-être une présentation très rapide d'Algoe. Nous sommes une société de conseil et d'accompagnement management de projets. Nous intervenons dans le domaine du transport et de la mobilité, mais également de l'immobilier, de la transition des territoires, de l'énergie et de l'environnement. Donc Algoe a plus de 60 ans d'existence et nous menons à peu près 300 missions par an pour nos clients, qui sont des acteurs publics et des acteurs privés. Et chez Algoe, nous avons une cellule interne qui est dédiée à accompagner nos clients sur le financement de leurs projets d'innovation. On a un peu plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine-là, et tout particulièrement dans le transport et la mobilité. Et du coup, on sait que c'est un processus qui est long, qui est complexe pour obtenir ces subventions. Et aujourd'hui, avec Bastien, on va essayer de vous communiquer un petit peu notre point de vue sur ce sujet. Donc pour obtenir des subventions, il y a grosso modo 3 grandes phases principales. La première, c'est de savoir identifier les guichets de financement, les appels à projets qui sont pertinents pour vos projets. C'est la phase de veille. Et là, c'est assez indispensable de connaître quels sont ces dispositifs, de savoir où les chercher et de connaître un minimum leur fonctionnement. Quand vous avez identifié le bon appel à projet, il faut passer à la phase de préparation du dossier de candidature. Donc c'est une phase qui est longue, il faut préparer un dossier de qualité avec le bon consortium, les bons partenaires quand on est dans un projet collaboratif. Et tout l'enjeu, c'est de rédiger un dossier qui soit convaincant et qui donne envie aux financeurs de vous donner des subventions. Et quand le financement est accordé, on passe à la phase de pilotage. Il faut un pilotage efficace, bien sûr, mais un pilotage qui soit conforme aux règles des financeurs pour assurer la réception de ces fonds publics. Donc on voit bien que c'est un chemin qui est assez long, assez complexe, mais qui est un vrai levier pour développer les projets d'innovation. Et je passe la main à Bastien. Merci Laurence. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je vais commencer par la phase de veille, donc la première phase qui est extrêmement importante et qu'on essaye de mettre en avant aujourd'hui et qu'on essaye aussi de discuter avec nos clients. Il y a énormément de programmes de financement, énormément d'agences de financement, donc c'est pas forcément évident de se retrouver dans ce méandre. Suivant des projets de recherche fondamentale, des projets plus orientés vers l'innovation, des projets plus orientés vers l'investissement, et suivant les différents types de subventions qui existent. Donc vous voyez qu'il y a par exemple des appels à projets vraiment européens, type CEF, on en a beaucoup parlé hier et aujourd'hui, Horizon Europe pour les programmes de recherche et d'innovation. Donc ça, c'est des programmes qui sont directement gérés par la Commission européenne. Il y a aussi d'autres programmes qui sont cofinancés par la Commission et qui ne sont pas forcément coordonné par la Commission, European Urban Initiative pour ce qui concerne les collectivités et aussi Driving Urban Transition. Donc ça, c'est plus orienté pour des porteurs de projets type collectivité. Pour les appels à projets nationaux, vous connaissez des grandes politiques nationales, France 2030, France Nation Verte. Donc ça, c'est des politiques publiques que tout le monde connaît et qui sont généralement opérées par des agences de financement suivant le public cible. Donc par exemple BPI France pour les PME ou l'ANR pour la recherche publique ou encore l'ADEME quand c'est plus orienté vers la transition écologique. Et enfin, au niveau régional aussi, vous avez des appels à projets qui existent, donc soit qui sont directement gérés au niveau régional. Alors, je suis parisien, donc j'ai mis des exemples parisiens. Désolé. Donc, la région Île-de-France, par exemple, PMUP pour les petites et moyennes entreprises. Mais il faut savoir aussi que les régions gèrent des fonds européens, le programme FEDER, par exemple, qui est un fonds régional. Et vous avez aussi des programmes transfrontaliers type Interreg. Donc l'objectif avec nos clients, c'est d'essayer de leur montrer tout ce qu'il est possible d'être financé, par quel programme, et d'essayer de les orienter aussi vers le meilleur guichet de financement. Un exemple de différents appels à projets qui sont en cours ou qui viennent de se clôturer. Donc par exemple Driving Urban Transition, comme je le disais, qui est plus orienté vers les collectivités territoriales et qui permet dans une partie de son appel à projet, de financer la mobilité urbaine avec le topic de la ville du quart d'heure. Donc vous voyez par exemple possibilité de financer des systèmes de mobilité urbaine, des transitions vers la mobilité.
Pour ce qui concerne l'ADEME aussi, donc plutôt au niveau national, vous avez des financements qui existent. Par exemple, ce programme industrie des véhicules intermédiaires qui permet donc de financer le développement et l'assemblage de véhicules intermédiaires, des productions de composants et d'équipements, de l'éco-conception, de l'amélioration de l'impact environnemental et des solutions innovantes pour les véhicules intermédiaires. Enfin, en région Île-de-France, et désolé, il y a la sauvegarde de l'ordinateur qui se fait en même temps, vous avez un programme qui concerne aussi le soutien à l'amélioration de la desserte, donc plutôt pour le volet logistique, qui va financer la construction, la modernisation d'infrastructures, la création et la sécurisation de places de stationnement pour les poids lourds, et puis l'installation d'équipements de voirie pour des systèmes de transport intelligents. Les bonnes pratiques qu'on essaye de donner à nos clients pour leur permettre de se retrouver dans toutes ces étapes, et notamment dans l'identification des programmes de financement, c'est bien sûr déjà en interne d'avoir une bonne vision des éléments clés de leur projet. Quels sont les objectifs de votre projet ? Quel est le calendrier que vous souhaitez mettre en place? Quel est le budget que vous souhaitez mettre en place pour votre projet? Tout ça, ça va dimensionner votre projet et ça va nous permettre et ça va vous permettre de pouvoir identifier le meilleur guichet de financement. Ensuite, bien sûr, il faut essayer de faire une veille régulière, soit avec des sites internet, soit avec des newsletters, soit avec la participation à des événements comme celui-ci, pour essayer de toujours rester en veille sur les appels à projets parce qu'il y a constamment des nouveaux appels qui apparaissent. Soit de manière régulière, soit de manière ponctuelle. Bien sûr, vous pouvez aussi adhérer à des pôles de compétitivité ou faire appel à un cabinet de conseil pour faire ce travail en amont de décryptage des appels à projets pertinents pour votre sujet. Et ensuite, quand c'est possible de le faire, bien sûr, d'essayer d'avoir une activité de lobbying de manière assez soft, bien sûr, tout simplement en participant à des événements comme celui-ci, où vous avez des acteurs qui sont politiques, et aussi pour en participant à des instances de programmation, c'est-à-dire des instances qui vont mettre en place la rédaction du cahier des charges des appels à projets. C'est possible pour les appels à projets européens, notamment, il faut le savoir. Au niveau français, vous avez des groupes thématiques qui vont rédiger les appels à projets, qui vont le faire remonter à la commission et qui vont donc donner des priorités à la commission sur les appels à projets. Vous pouvez tout à fait participer à ce genre de réunion. Deuxième étape, donc la préparation du dossier de candidature. On passe là maintenant dans le dur. Donc vous avez trouvé votre appel à projet qui vous convient, vous avez une idée de projet. Il faut maintenant se poser les bonnes questions avant de se lancer totalement, faire une sorte de go-no-go, parce qu'on sait que le montage de projet c'est extrêmement chronophage, donc il faut se poser les bonnes questions. D'abord, quels sont, encore une fois, les objectifs de mon projet, être extrêmement clair sur les objectifs du projet pour savoir à quoi vont servir les résultats potentiels du projet, quelle est l'échelle que l'on veut donner à son projet, est-ce que c'est une échelle européenne, nationale, régionale, quelle est l'ambition géographique, on va dire, du projet. Ça va permettre aussi de trouver le bon guichet de financement. La question de l'opportunité aussi, pourquoi maintenant? Est-ce que c'est trop tard? Est-ce que c'est trop tôt, on n'est pas assez mature? Il vaut mieux attendre l'année prochaine parce qu'on sait que l'appel à projet est là tous les ans et donc ça vaut peut-être le coup de maturer un peu plus le projet. Ça se fait aussi dans le cadre d'une activité de benchmark, on va dire. Qu'est-ce qui existe déjà autour de moi sur la thématique, avoir une idée extrêmement précise de ce qui se passe dans l'écosystème autour de moi pour être sûr d'avoir justement ce côté innovant que l'on va devoir mettre en avant dans le dossier. C'est un point extrêmement important de montrer le caractère innovant du projet et donc de bien pouvoir mettre en avant cet aspect-là. Et enfin, bien sûr, aussi pourquoi moi, en tant qu'institution, en tant que compagnie, je suis le mieux placé pour répondre aux objectifs de l'appel. Est-ce que d'ailleurs, par exemple, ça vaut peut-être le coup de trouver un partenaire qui coordonnera ce projet et qui est mieux à même de se lancer, surtout si c'est la première fois que vous faites un projet européen, par exemple, il vaut mieux parfois se laisser guider par des personnes qui ont plus l'habitude de monter ce genre de projet parce que c'est quand même assez exigeant. On vient donc à l'idée aussi du consortium, c'est extrêmement important et on essaye d'aider nos clients aussi sur cette activité de consortium pour créer donc un consortium qui soit à la fois riche et complémentaire. C'est-à-dire qu'il va devoir bien souvent,
couvrir l'ensemble de la chaîne de l'innovation, de ce qu'on appelle la chaîne de l'innovation d'une thématique, c'est-à-dire à partir de la recherche quasiment fondamentale, donc trouver des laboratoires de recherche par exemple, jusqu'à l'utilisateur final, donc trouver aussi des associations d'usagers par exemple, des ONG, des économistes, des personnes qui vont parler de l'acceptabilité par exemple, donc tout ça doit rentrer dans le projet et donc il faut constituer un consortium qui soit suffisamment complémentaire. Complémentaire aussi pour démontrer à quel point notre innovation et notre projet va avoir un caractère transférable et de mise à l'échelle. Montrer qu'une fois que la solution sera développée à la fin du projet, on aura la possibilité de la donner quasiment clé en main à d'autres partenaires et donc à la mettre sur le marché pour qu'elle soit déployée très largement, même au niveau européen quand il s'agit de projets européens. Et bien sûr, pour répondre aussi à tous les objectifs de l'appel, parce que souvent les appels à projets sont assez larges et les financeurs cherchent quelque chose aussi dans le projet d'assez large. Pour ça, on conseille bien sûr à nos clients de vérifier les ressources que peuvent mettre les partenaires dans le projet, parce que parfois on a des fantômes qui sont là et qui ne participent pas énormément au montage des dossiers. Et généralement, ce qui se passe derrière, c'est qu'au niveau de la gestion, ils ne participent pas non plus énormément. Donc on conseille bien sûr de s'entourer d'un ce qu'on appelle de partenaires historiques, donc d'un core groupe qui va permettre de constituer vraiment un groupe à la fois très réactif et très moteur, et de prendre le temps de constituer le consortium avec ce core groupe. Toujours dans le registre des bonnes pratiques, la première, comme vous pouvez le voir, et c'est un poncif, mais c'est toujours important de le rappeler, il faut essayer d'anticiper au maximum, bien sûr, la constitution du dossier, donc de voir au moment où vous décidez de vous lancer et jusqu'à la deadline, combien de temps vous avez. Généralement, nous, on conseille, par exemple, qu'il faut environ 3 mois pour constituer un dossier qui soit correct depuis le tout début. Donc, bien sûr, pendant cette anticipation, réunir le consortium qui soit complémentaire et essayer de travailler très très rapidement en mode collaboratif aussi pour que, en tant que coordinateur, vous n'ayez pas à rédiger toutes les parties du dossier, que le travail soit réparti et que l'effort soit réparti. Essayez d'échanger un maximum avec le financeur lorsque c'est possible. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi pour nos clients éventuellement, de pouvoir poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans l'éligibilité des dépenses, par exemple, ou dans certains questionnements que peuvent avoir les cahiers des charges. Et pour ça, bien sûr, il faut essayer de lire le cahier des charges point par point et de pouvoir répondre point par point aussi aux attentes du financeur. Souvent, les évaluateurs vont recevoir énormément de propositions et donc ils vont travailler vraiment de manière négative, on va dire. Ils vont voir ce que vous n'avez pas adressé dans le topic, et c'est en enlevant des points en fait qu'on fait la sélection. Donc il ne faut pas uniquement répondre à certains points, il faut essayer de répondre à tous les points du cahier des charges. Et bien sûr, montrer que votre projet est extrêmement ambitieux, innovant, mais toujours essayer de rester réaliste en ayant des objectifs qui soient à la fois mesurables et quantifiables. Donc là, il faut sortir des études, il faut sortir des chiffres, essayer d'expliquer quel est l'impact de votre projet, le mesurer et le quantifier. Un exemple donc qu'on a en ce moment, donc Algoé assiste le ministère chargé des Transports sur un projet Connecting Europe Facility qui concerne les systèmes intelligents et coopératifs pour la route. C'est un projet avec 70-80 partenaires, un projet de 80 millions d'euros, donc extrêmement important, avec des partenaires italiens, espagnols, la ville de Graz et puis des partenaires associés en Hongrie. On a donc décidé de se lancer dans cet appel à projet dans le courant du mois de septembre pour une deadline en janvier. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, il faut prévoir quand même un petit peu de temps. On a mis en place une réunion de lancement avec un core groupe donc de partenaires historiques, parce que l'objectif du projet, c'est de continuer un projet déjà existant et qui se terminait. On a discuté autour des objectifs du projet et voir la corrélation avec les objectifs de l'appel à projet. Et on a très vite mis en place une structuration en activité pour donner de la responsabilité de certaines tâches dans la rédaction du dossier. On a mis en place un rétro-planning qui soit clair afin de respecter la deadline, bien sûr. Ça, c'est extrêmement important que tout le monde soit au courant des étapes du dossier. On le fait pour la gestion. Le montage de dossier en soi aussi doit être géré.
On a mis en place tout un travail aussi de prospection pour essayer justement d'améliorer le consortium en essayant de faire appel à des collectivités, par exemple, et de nouveaux gestionnaires routiers pour montrer justement le caractère transférable et de mise à l'échelle dont je vous ai parlé. On a mis en place des réunions régulières avec les relais nationaux italiens, espagnols pour assurer une harmonisation des objectifs du projet, donc des réunions assez régulières tous les mois pour être sûr qu'on part sur les mêmes bases. La mise en place de groupes de travail thématiques, donc sur les aspects de sécurité par exemple, de business model pour vous donner quelques exemples, les évaluations aussi liées à ces projets, et aussi des groupes de travail géographiques, puisque l'idée c'était de travailler en site pilote avec en Île-de-France, dans le sud-ouest, etc. Et d'essayer de commencer à faire travailler aussi les gens ensemble pour créer du commun, comme on dit. À la fin, bien sûr, l'idée aussi, c'est d'avoir une mise en cohérence du dossier dans la rédaction, en faisant toujours référence, bien sûr, à l'environnement législatif et politique européen, donc mentionner les directives ITS, les politiques européennes, pour montrer à quel point le projet est européen. Quand on demande un financement européen, il faut que le projet ait une dimension européenne. Quand on demande un financement régional, généralement, il faut que le projet aussi ait une dimension régionale. Voilà, donc il faut toujours prendre en compte la manière dont on rédige par rapport aux financeurs. Je te laisse la parole. Oui. Donc on vient de voir les deux premières étapes que sont la veille et l'identification du bon appel à projet et le montage du dossier de candidature. Donc on passe ensuite à la troisième phase qui est le pilotage du projet. Au-delà d'un pilotage classique de projet, il faut vraiment prendre en considération la présence de ce cofinancement public et toutes les règles du financeur, toutes les exigences du financeur pour pouvoir bien piloter votre projet et pour pouvoir derrière sécuriser la réception de ces financements qui ne sont jamais acquis à l'avance. On a mis ici un calendrier type sur ce type de projet. On a une phase de lancement, une phase de mise en œuvre classique et ensuite une phase de clôture qui est une étape très très importante pour vraiment réceptionner l'entièreté des fonds. Et puis il y a toute une série de composantes pour bien gérer votre projet, toutes les instances de gouvernance qui doivent être mises en place dès le démarrage avec les comités de pilotage stratégiques, opérationnels, les réunions techniques de travail. Donc ça, ce sont des réunions qui sont internes à votre projet, internes à votre partenariat. Et puis on a de manière très régulière les revues de projet avec le financeur, qui là aussi rythme votre projet. J'attends. On a bientôt fini, vous pourrez aller manger. Donc ces réunions sont des revues de projet avec le financeur qui sont organisées donc de manière régulière pendant la durée de vie du projet. Et puis pendant votre projet, vous allez devoir fournir des documents qui sont des documents contractuels et qui sont indispensables et obligatoires pour votre projet. Ce sont des livrables donc qui montrent l'avancement de votre projet. Ce sont des jalons, des étapes clés que vous devez passer pour votre projet. Et puis tout ce qui va être reporting, donc rapport d'avancement technique, rapport d'avancement financier. Et l'ensemble de ces documents permet de générer des paiements. Donc ces paiements ils s'échelonnent tout au long de la vie de votre projet avec en général vous recevez une avance en début de projet, ce qui permet d'avoir de la trésorerie pour démarrer les activités. Puis on a des versements intermédiaires, 1, 2, ça dépend de la durée de vos projets. Et puis donc en solde, donc vous recevez un solde à la fin du projet. Et c'est là où je disais que la période de clôture est très importante parce que vous ne recevrez ce solde-là que si vous avez fourni tous les documents qui sont conformes à ce que le financeur attend et qui sont validés par le financeur. Et puis on a mentionné aussi des avenants, puisque dans la vie d'un projet, on est souvent amené à avoir des changements d'ordre technique, financier ou dans la composition de votre partenariat, par exemple. Et quand ces changements sont significatifs, cela nécessite de négocier des avenants avec le financeur. Quelles sont les bonnes pratiques, en tout cas de notre point de vue, pour bien piloter votre projet? C'est tout d'abord de bien respecter les règles de chacun des financeurs. Elles sont toutes particulières. Chaque financeur a ses propres règles. Et il faut vraiment se les approprier. C'est-à-dire qu'au démarrage de votre projet, vous devez avoir connaissance du contrat d'aide, de toutes les annexes, de toutes les clauses juridiques. Et ça doit être quelque chose qui est déployé au niveau de vos représentants techniques, mais également juridiques et financiers. Et c'est savoir respecter ces règles-là, cela vous permet de mettre en place les bonnes procédures
donc en interne chez vous, dans vos structures, mais également des procédures qui régissent le fonctionnement de votre partenariat. Et puis bien sûr, il faut des outils de pilotage qui soient adaptés pour votre projet, pour la taille, pour le périmètre géographique, pour vous permettre de piloter le planning, le bon déroulé des activités, des tâches, piloter les risques, piloter également la production de tous ces documents contractuels qu'on a vus, les livrables, les jalons, les rapports techniques, les rapports financiers. Il faut bien sûr suivre la consommation des ressources, des dépenses. Donc on a vu tout à l'heure qu'effectivement, il y a des rapports contractuels qui sont dus et qui permettent de déclencher des paiements. Mais pour nous, ces rapports sont assez espacés dans la vie de votre projet, tous les 12-18 mois, ce qui est souvent pas suffisant pour détecter des anomalies, on va dire. Donc notre recommandation, en tout cas nous, c'est ce qu'on fait quand on accompagne nos clients pour piloter ces projets-là, c'est de faire ce suivi plutôt tous les 3-6 mois. Ça permet de toujours comparer le réalisé par rapport au prévisionnel. Ça vous permet de voir s'il y a des surconsommations, des sous-consommations, que ce soit au niveau d'un partenaire ou au niveau globalement du projet. Et puis aussi de détecter éventuellement des dépenses qui ne seraient pas éligibles finalement sur le guichet sur lequel on a candidaté. Ensuite, on est souvent sur des projets collaboratifs. Donc un des enjeux forts, c'est aussi de savoir animer ce consortium. C'est le rôle plutôt du coordinateur, mais Algoé accompagne le coordinateur sur ces aspects-là. C'est un travail au quotidien. La difficulté, c'est de faire travailler ensemble des acteurs très différents, des publics, des privés, des grandes structures, des petites structures, et les faire travailler sur un objectif commun, alors que chacun finalement arrive avec ses propres objectifs, sa propre stratégie, sa propre vitesse de travail aussi. Donc c'est un enjeu très fort. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que si on n'échange pas régulièrement avec le financeur, eh bien, on peut se retrouver parfois en difficulté. Donc là aussi, c'est une recommandation, c'est de tenir au courant de l'avancement du projet, de faire part des difficultés que vous pouvez rencontrer pendant la durée de vie du projet, d'être transparent, tout en donnant cette information avec le bon niveau, finalement. Parfois, on ne dit pas tout, il faut avoir aussi... savoir dire les choses aux financeurs. Et puis on voulait finir cette présentation par ce que représentent selon nous les marqueurs de succès d'un projet qui bénéficie de cofinancement public. Tout d'abord, c'est bien sûr d'atteindre les objectifs. Vous vous êtes fixé des objectifs plusieurs années auparavant. Vous avez vendu ces objectifs aux financeurs et c'est ça que le financeur a acheté. Donc bien sûr, le projet remporte du succès si vos objectifs sont atteints. Bien sûr, les résultats aussi qui sont plus qu'importants puisque les partenaires ont aussi mis des contributions propres en termes financiers pour arriver à obtenir ces résultats. Donc ces résultats, ils sont directement pour le bénéfice des partenaires, mais comme le disait Bastien, c'est aussi important que ces résultats soient transférables et réplicables. Donc au-delà de votre partenariat, mais aussi au-delà de votre périmètre géographique. Les impacts sont très importants aux yeux des financeurs. Ils sont importants quand vous préparez votre dossier de candidature et ils sont aussi très importants à suivre, à monitorer. Et quand on atteint les impacts qu'on s'était fixés, c'est aussi un gage de succès du projet. On parlera aussi communication. C'est quelque chose qui est très important. Il faut mettre en place la bonne stratégie de communication. Il faut avoir des actions de communication et de dissémination tout au long du projet pour permettre bien sûr de faire connaître votre projet, de faire connaître les partenaires et finalement de vous permettre d'exploiter correctement les résultats du projet. Et bien sûr, on n'oublie pas de mentionner le cofinancement public sur toutes les communications liées à ce projet-là. On peut parler bien sûr de la partie financière puisque le financeur nous a accordé une enveloppe au démarrage du projet. L'idée, c'est d'avoir atteint nos objectifs, avoir nos résultats et atteindre nos impacts en utilisant de manière efficace et optimiser cette enveloppe financière, que ce soit équilibré en fait au niveau de chacun des partenaires et que globalement pour le projet, on ait su utiliser cette enveloppe-là. Et puis un tout dernier point qui est important aussi pour nous, c'est de voir que les partenaires, au-delà du financement du projet, donc une fois que le financement s'arrête, on a réussi à créer une synergie, une complémentarité qui fait que les partenaires continuent à travailler ensemble.
sur la suite du projet ou sur d'autres projets, pourquoi pas. Voilà, on a terminé. Si vous avez des questions ou si vous avez aussi envie de partager vos propres retours d'expérience, on est à disposition et on sera présent au stand 35B pour l'après-midi. Merci.